Rebonsoir à tous. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Nous avons décidé ce soir de lancer cette édition spéciale pour décrypter le message que vous venez d'entendre, le message du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Et pour ce faire, nous avons sur notre plateau le ministre des Transports et de la Logistique. Bonsoir encore une fois, Monsieur le ministre, Monsieur Justin Doudangoy. Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous. Merci. Merci beaucoup. Et puis nous avons à notre côté Alex Bleriot-Moma, que vous connaissez très bien, le directeur de la ligne éditoriale de Label Radio et Télévision. Et si les choses se passent très bien, nous aurons en notre compagnie une autre invitée que nous aurons le temps de vous présenter. Alors, juste avant le démarrage de ce discours, Monsieur le ministre, vous aviez commencé à nous planter le décor, à nous dire un peu le contexte dans lequel cette célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Gabon allait se faire. Bien, merci. Je disais tantôt que le Gabon célèbre les 58 ans d'indépendance sous la devise « Patrie et patriotisme ». Et le président de la République, dans son adresse à la nation tout à l'heure, est revenu en profondeur sur ce qu'il entendait de la patrie et du patriotisme. Donc nous célébrons effectivement cette fête de l'indépendance. Sur le plan économique, c'est vrai que nous connaissons des difficultés, mais ces difficultés sont surmontables, comme venait de le dire le président de la République. Sur le plan politique, nous nous engageons vers les législatives, couplées aux élections locales. Et sur le plan social, il faut, comme disait le président encore tantôt, redynamiser, appeler au sursaut national, appeler les Gabonais à cultiver l'amour de la terre, l'amour du Gabon et développer le patriotisme. OK. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je me tourne vers vous maintenant, Alex Bleriot-Moma. Ce discours a duré un peu plus de 35 minutes. L'année dernière, c'était autour de 10 à 15 minutes. Cela veut dire que le président de la République du Gabon a décidé de développer ce qu'il avait prévu comme action. Il a décidé de demander à tous les Gabonais de faire preuve de beaucoup plus de responsabilité. Oui, si on remarque, d'abord une fois de plus, je voudrais moi aussi rappeler à M. le ministre tous nos souhaits de bonnes fêtes. C'est notre fête partagée, c'est notre joie partagée à la belle télévision et radio. La durée d'un discours d'un chef d'État, et comme celui du président de la République du Gabon en ce moment, a une signification certaine. Alors vous avez évoqué la fois dernière un discours d'environ une vingtaine de minutes, aujourd'hui une quarantaine de minutes. C'est dire qu'aujourd'hui, ce soir, je pense que le président de la République a voulu aller plus loin dans l'explication, dans l'argumentaire, voire dans la démonstration. Et tout cela a besoin d'un peu plus d'temps pour que les gens comprennent bien de quoi il parle. Alors donc, dans le discours du chef de l'État tout à l'heure, j'ai vu un chef de l'État qui interpellait ses concitoyens sur les valeurs essentielles de la patrie, de la nation, et tout ce que ça comporte. J'ai vu un chef de l'État qui assumait ses choix. Et il a dit, il le démontre et il dit pourquoi. Alors j'ai également constaté que c'est un chef d'État qui exaltait justement ces valeurs républicaines. Et ça, c'est de l'éducation, c'est la sensibilisation, c'est pour que chacun se rappelle qu'est-ce qui est essentiel par rapport à ce qui peut nous différencier à un moment ou à un autre. Mais j'ai vu également un chef de l'État qui rappelle les objectifs qui s'est assignés, les priorités qui s'est données. Et en plus, j'ai vu un chef d'État qui, j'ai lu dans ce discours, c'est ce qui explique peut-être sa durée et sa densité, alors, et qui conseille en plus. Parce qu'il faut quand même, quand vous êtes père de la nation, donc vous êtes le père de tout le monde, vous avez beaucoup d'enfants, vous avez le devoir de leur dire que le chemin que vous prenez, il est bon ou est risqué, ça c'est votre devoir. Ils peuvent obtempérer, ils peuvent vous suivre comme ils ne peuvent pas suivre, mais vous aurez fait votre devoir. Donc, tout cela me permet de comprendre pourquoi le discours d'aujourd'hui a pris du temps, mais un temps nécessaire, parce qu'il y a des choses nécessaires à assumer. Et je pense que à votre première question, voilà ce que je peux répondre maintenant. Alors, l'une des choses qu'on peut déjà affirmer, c'est que la crise qui avait prévalu après l'élection de 2016, elle est vraiment complètement tournée et on pense développement des hommes. Dans tous les cas, pour le chef de l'État gabonais, la page est tournée.
Il faut s'occuper d'autres choses en ce moment. Il faut aller de l'avant. On ne peut pas ressasser ce qui est déjà passé, alors que vous pouvez vouloir tirer par derrière, essayer comme on dit, mettre le frein à main. Mais lui, en tant que chef d'État, il doit continuer. Il est le chef d'orchestre, il est la locomotive, il doit continuer à tirer tout le train. Il ne peut pas s'arrêter à cela. Et il faut que les gens comprennent qu'à un certain moment, le temps de ceci, à chaque chose son temps. Aujourd'hui, il faut faire face à des défis économiques. Le chef de l'État l'a rappelé, vous-même vous l'avez rappelé. En ce moment, le Gabon traverse une période, un contexte économique assez délicat. Monsieur le ministre vient également de le rappeler. Il y a la baisse des cours des revenus pétroliers. Ça nécessite un changement de mentalité, un changement de comportement. Alors, tout ceci demande aux gens qui sont habitués à un certain nombre de choses qui doivent changer, correspondre au temps, s'adapter au temps. C'est difficile à comprendre, surtout quand on est resté longtemps sur des acquis. Alors donc, tout ça nécessite une certaine pédagogie de la parole même. Et c'est ce que je pense que le chef de l'État gabonais a voulu faire par rapport à ses compatriotes pour l'instant. Alors, monsieur le ministre, Justin Ndoudangoi, vous êtes le ministre des Transports et de la Logistique. Vous êtes donc, vous siégez au sein du gouvernement. On voudrait savoir comment cette détermination, on la ressent dans les différents conseils des ministres auxquels vous participez. Bien, pour ressentir la détermination du président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, tout simplement lors des conseils des ministres, il y a des plans d'action qui sont mis en place et il y a un contrôle, un suivi et un rendu des actions menées. Pour le gouvernement Issoze Ngondé 3, il a été mis en place un plan portant sur les priorités présidentielles. Ces priorités recoupent le fait pour le président de rééquilibrer les finances publiques, le fait pour le président de demander ardemment à la relance de l'économie, à la création d'emplois, à l'accélération des réformes et au logement, la construction de logements décents pour les populations gabonaises. Ok. Alors, le président de la République, souvent, il parle de patrie, de patriotisme. On l'a ressenti pendant la cérémonie initiée concernant le drapeau. Mais il est revenu sur cette notion de patrie, de patriotisme pendant son discours qu'on a suivi tout à l'heure. Bien, le président a bien fait de revenir sur la notion de patrie et de patriotisme. Il faut rappeler aux uns et aux autres, notamment nos frères gabonais, nos concitoyens, que cultiver l'amour de la patrie est une nécessité aujourd'hui. Parce que facilement, au Gabon, il y a l'invective, il y a le rejet de l'autre, il y a le repli sur soi. On regarde trop les intérêts particuliers. Voilà, on regarde les intérêts particuliers. Et c'est ce que le président aujourd'hui combat avec l'ensemble du gouvernement pour qu'on s'ouvre vers les autres, du moins. Ok. Alors, il a dit aussi que la passion pour le Gabon ne doit pas être un prétexte pour pratiquer de l'exclusion vis-à-vis des autres. C'était en tout début du discours. Oui, le Gabon n'évolue pas en vase clos. Le Gabon est ouvert sur le monde. Le Gabon fait partie du concert des nations. Et évoluer en se repliant sur soi ne nous permet pas d'être cette nation que nous voulons tous bâtir. Donc, raison pour laquelle le président de la République revient sur la nécessité des Gabonais de développer ou de cultiver le patriotisme, la nécessité pour les Gabonais d'être unis et indivisibles et rappeler les valeurs qui fondent la nation gabonaise. Ok. Et justement, à propos de valeurs communes, il a parlé plutôt d'avenir commun. Qu'est-ce que l'on doit entendre par cela? L'avenir en commun. Bien, l'avenir en commun, nous sommes tous sur le même territoire, d'abord des nationalités gabonaises. Nous sommes sur le même territoire et que ce soit des Gabonais d'origine ou des Gabonais d'adoption ou ceux qui ont choisi de placer leur investissement au Gabon, ils espèrent tous un avenir commun. Ils ont choisi un pays qui offre les opportunités, comme disait le président tantôt. Le Gabon est une terre d'opportunités et que quand on choisit de mettre en commun nos investissements ou on choisit la terre, on doit envisager aussi l'avenir en commun. Okay. Non, parce que tout simplement, je voudrais dire à la suite de M. le ministre que
dès l'entame de son adresse, le président de la République a mis l'accent sur ces valeurs-là. Parce que quand on est indépendant, ça veut dire que désormais on assume sa propre voie. On cherche sa propre voie, on essaie de suivre son destin, et par conséquent, ces éléments-là, ce n'est plus quelqu'un qui vous les dicte. Et à partir de ce moment, vous choisissez exactement comment vous allez aller vers votre propre destin. Et c'est une responsabilité collective. Et c'est pour ça qu'il a mis l'accent également sur la responsabilité individuelle, mais également la responsabilité collective. Alors, et cette culture de la paix, ou de la patrie davantage, et non de la nation, parce qu'il a fait une bonne différence entre nationalisme et patriotisme. Moi, j'allais ajouter nationalisme débridé. En plus. Donc, c'est pour dire que les valeurs de patrie, c'est différent. Et quand on a l'amour de sa patrie, et pour un pays comme le Gabon ouvert aux autres, alors là également, vous avez posé la question tout à l'heure à M. le ministre, c'est pour dire que le Gabon, terre d'accueil, ça veut dire que le Gabon sait accueillir les autres et ceux qui acceptent de vivre au Gabon. Or, il y en a, et je pense que le président a mis l'accent sur cet aspect à un moment de son discours, pour dire qu'il y en a qui prennent des étrangers qui ont choisi de vivre comme si c'était des ennemis. Et ça, quand quelqu'un choisit de venir vivre chez vous et accepte de faire de chez vous, de chez lui, alors il faut l'accueillir. Et dès le fondateur de la nation gabonaise, le président Léomba, c'était à ça qu'il renvoyait, c'est ce qu'il a rappelé, c'est ce que le président Bongo Omar lui-même, il a continué. Alors aujourd'hui, c'est pour dire que tous ceux qui peuvent prendre l'autre qui vient d'ailleurs comme quelqu'un qui vient le bousculer dans son territoire ou dans son périmètre, ce n'est pas de ça, ce n'est pas le Gabonais, c'est ce que le président a voulu dire à travers cela. Donc, le Gabonais, c'est le Gabonais de souche, mais c'est toute personne, tout étranger qui arrive au Gabon, qui accepte de prendre le Gabon et qui agit comme tel, en respectant les valeurs essentielles de la République gabonaise. En ce moment, pourquoi ne pas le considérer comme tout simplement un frère et avec lui, joindre les efforts ensemble pour chercher les voies de développement. Et ça, c'est le socle justement du discours qu'a lancé le président Ali Bongo Ondimba. Il faut donc faire en sorte que tout ce qui se passe au Gabon se retrouve au sein de ce qu'il a appelé l'avenir en commun. Nous allons profiter de ces instants pour annoncer l'arrivée sur notre plateau de Mme Madeleine Baird, ministre de la Promotion, des Investissements et des Partenariats publics-privés. Bonsoir, Madame la ministre. Vous préférez Madame la ministre ou Madame le ministre? Comme vous voulez. Madame le ministre en général. Madame le ministre. Ok, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et nous allons donc continuer notre décryptage du discours du président de la République. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Nous avons déjà fait quelques pas en avant. Il était question de magnifier la patrie sans faire preuve de nationalisme débridé et sans faire preuve non plus de préférence nationale absolue. Et je crois que vous qui avez les clés, j'allais dire, des portes du Gabon, parce que vous attendez les investisseurs qui viennent de partout, eh bien, vous attendez que l'on fasse preuve justement d'ouverture. Tout à fait. Donc, ce que le chef de l'État a rappelé, c'est cet intérêt collectif, cette appartenance commune à une économie qui nous permet de considérer que nous devons ouvrir la porte à toutes ces personnes qui viennent et qui font confiance à notre pays et qui nous donnent leur trésorerie à travers des investissements structurants pour notre pays. À l'écoute de ce discours, ce que le chef de l'État a souhaité nous rappeler à tous, c'est que finalement, c'est une économie qui nous appartient à tous. C'est une économie au sein de laquelle chaque talent doit pouvoir évoluer. Et il a encouragé les jeunes Gabonais à s'intéresser à des métiers innovants, des métiers créateurs de richesses. Il a encouragé, effectivement, à travers toutes les réformes qu'il a menées, notamment pour l'amélioration de l'éducation. On ne peut pas avoir un pays porteur d'une économie prospère sans le facteur éducation. Ça participe justement de ces fameuses réformes qui participent au climat des affaires. Donc le climat des affaires, c'est aussi une bonne éducation,
de bonnes ressources humaines. C'est une administration efficace, une administration publique efficace au service du service public et du service privé. Donc tous ces éléments-là participent un peu à ce que j'appelle le patriotisme économique. C'est-à-dire qu'au-delà de l'appartenance au pays, il y a cette volonté collective que nous devons avoir, renoncer à nos individualités pour justement avoir un intérêt collectif pour aller vers ce pays que nous voulons être le pays qui gagne. Alors justement, nous allons rester dans le cadre de l'économie. Le président de la République a parlé de quitter l'économie de rente au bénéfice de la production d'une économie beaucoup plus diversifiée, une économie où l'on verrait les premières transformations des matières premières. Exactement, d'ailleurs c'est un des challenges que nous avons, le Gabon a déjà réalisé depuis 2009, parce que vous avez aujourd'hui une diversification de l'économie qui se lie à travers justement ces segments de la transformation, le segment de la forêt, le segment des mines. Justement, il a pris comme exemple le bois. Exactement, la zone économique d'Uncock est notre écosystème le plus performant, parce que c'est l'une des premières zones économiques de l'Afrique. C'est un exemple, c'est un modèle et nous allons aller beaucoup plus loin dans la mesure où aujourd'hui on est déjà arrivé à inverser la courbe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on exporte plus le bois transformé depuis la zone économique d'Uncock qui fait de nous un pays exportateur. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Et ces segments-là, que ce soit les segments de la forêt ou le segment des mines et le segment de la transformation agricole, sont les trois segments qui nous ont permis d'atténuer le choc de la rente. Et aujourd'hui, notre gouvernement et le chef de l'État n'a de cesse de nous dire qu'il nous faut aller beaucoup plus en avant vers cette transformation. Mais pour aller dans la transformation, et je reviens encore sur l'éducation comme il l'a dit, il faut qu'on change aussi notre culture. La culture du Gabonais, c'est le salariat, la culture du Gabonais, c'est la fonction publique. Il nous invite donc tous, en même temps, à la fois nous, les gouvernants et les populations, à changer de culture. Il ne faut plus qu'on encourage nos enfants à être uniquement dans des métiers de rente, dans des métiers de salariat. On peut avoir tout, mais notre objectif aujourd'hui, c'est d'amener le jeune Gabonais et le jeune entrepreneur et l'entreprise gabonaise à s'insérer de manière pérenne dans le système de la qualité et du niveau d'excellence économique. C'est cet objectif vers lequel nous essayons d'aller sur l'impulsion du chef de l'État. Ok. Alex, on peut continuer en parlant de ce qu'a dit le président encore une fois. Il a dit qu'il faut lutter aussi contre le gaspillage. Oui, mais avant peut-être d'y arriver, c'est pour voir la suite de Madame le ministre, pour dire justement, le président a fait l'une des grandes annonces de ce soir, c'est le lancement, la mise sur pied d'une task force de l'éducation. Justement, parce qu'il a énoncé ça, je pense que c'est l'une des mesures qu'on peut retenir aujourd'hui, que dans les prochains jours, il y a une task force de l'éducation, sur l'éducation. Ça, c'est voudrait révolutionner un peu le système éducatif gabonais de manière à avoir des diplômés, des gens formés à tous les niveaux pour pouvoir répondre aux nécessités du tissu économique et aux objectifs économiques en ce moment. Ça, c'est important. Et rassembler le maximum d'idées en matière d'éducation pour transformer les mentalités. C'est un objectif qui est effectivement... mes amis, vous savez qu'on a plus de jeunes formés dans les métiers littéraires que dans les métiers techniques vers lesquels nous voulons évoluer. Nous avons des métiers à embrasser dans la transformation du bois, des métiers à embrasser dans la transformation agricole, des métiers à embrasser dans la transformation minière. Et malheureusement, notre système éducatif est resté axé assez littéraire. Donc, il n'a pas évolué. Il n'a pas évolué. Donc il faut déjà remettre à niveau cette offre, cette adéquation dont on parle tant. Il faut qu'on puisse avoir des jeunes qui soient formés avec une capacité de notre économie à aller voilà, donc je pense que cette taxe forte, elle est bien la bienvenue et elle nous permettra effectivement d'orienter les choix de nos écoles, de nos jeunes vers ces métiers-là. Et ça dès la rentrée scolaire prochaine? Absolument. Ok. Alors, Monsieur le ministre, le président de la République a parlé également d'une sorte de campagne contre le gaspillage. Oui, gaspillage des ressources humaines, gaspillage des ressources financières, et il a décidé de tirer un trait, de lancer une sorte de holà et de faire en sorte que les choses redeviennent, j'allais dire, normales. Effectivement, le président de la République a mis un accent particulier sur les réformes engagées, les réformes en cours. Le président de la République a mis l'accent sur la maîtrise de la masse salariale.
qui aujourd'hui nous permet de... comment dire? C'est-à-dire que la masse salariale, il faut aujourd'hui un contrôle de la masse salariale. Ça vous payer et le travailleur qui vient au travail et qui produit. Parce que dans le code, la loi portant statut général de la fonction publique, il est stipulé dans l'un des articles que le salarié a droit à une juste rémunération après service fait. Or, aujourd'hui, payons-nous la juste rémunération. Payons-nous le service fait. Donc c'est dans cet objectif que le gouvernement s'est lancé dans le contrôle, l'effectivité de la masse salariale. Le gouvernement s'est lancé aussi dans la réduction du train de vie de l'État, avec des mesures aussi simples, limiter le nombre de voyages à l'extérieur, des mesures aussi simples, déterminer un montant à partir duquel on peut acquérir un véhicule pour un ministre ou pour le cabinet, réduire le nombre des membres du cabinet ministériel, en commençant par la présidence de la République, le président de la République. Oui, lui-même, il donne le temps. Ouais, qu'il a donné le temps, un bon chef, un bon patron, il a montré l'exemple. Alors, il y en a qui ont pensé que ce sont des décisions qui n'arrivent pas bien à propos, dans la mesure où, dans quelques semaines, on va avoir les élections législatives et les élections locales. Beaucoup pensent que bon, c'est une sorte de harakiri. Non, je ne partage pas tout c'est au contraire un langage de vérité. Il faut être sensible au fait que le chef de l'État a une obligation, c'est le langage de vérité. Il est important pour nous d'assumer le poids de nos réformes, les poids des réformes. Et lorsqu'on sait que si on ne prend pas ces réformes, notre pays va sombrer, il est de la responsabilité du chef de l'État de dire, peu importe, nous allons à des élections. Peu importe le moment. Il faut y aller, c'est le langage de vérité. Et d'ailleurs, nous discutons en ce moment souvent avec les populations, avec les administrations, avec les jeunes, avec tout. Mais cette décision a été perçue finalement positivement. Parce que quelque part, c'est la vérité. On ne peut pas aller aux élections et faire de la démagogie en faisant semblant, alors même que nous savons très bien que ce sont des réformes qui sont nécessaires au maintien de l'équilibre de notre économie. Une réforme sur les finances publiques était nécessaire. Les réformes sur la limitation des dépenses qui sont inutiles pour les réinjecter dans des investissements de portée sociale, c'est des réformes qui sont attendues par les populations. Parce que c'est l'objectif. On réduit, mais on réoriente les priorités vers ces dépenses sociales tant attendues, c'est-à-dire la santé, etc., qui sont des réformes attendues. Donc je pense qu'aujourd'hui, les populations sont assez positivement sensibles à... Mais bon, après, vous avez un certain nombre de compatriotes qui pensent qu'il faut faire la grève, il faut faire ceci, mais... Dans le fond, je pense qu'il est préférable d'avoir un discours de vérité, aller assumer, affronter justement les électeurs dans un contexte parallèle, parce qu'ils attendent ça de notre part, puisque en contrepartie, nous allons relancer à la fois l'économie et à la fois les investissements sociaux. Parce que justement, le président de la République a dit justement, il a utilisé le mot folie. C'est-à-dire que certains pensent que c'est de la folie que d'aller aux élections et toucher comme ça aux revenus que les gens avaient, sinon ils ne vont plus le dire pour vous. Il dit donc qu'il assume. C'est pour ça qu'il assume ses choix, il assume parce qu'il estime qu'il a le devoir de vérité, le devoir de parler franc. Et vous savez, nous savons tous qu'un chef de l'État, quand il parle, les moments de l'adresse solennelle d'un chef d'État sont des grands rendez-vous avec son peuple. Et en ce moment, il ne peut que leur dire la vérité parce que c'est lui qui est comptable devant la nation. Et donc, je pense que c'est d'abord le président de la République a parlé des ruptures. Ça fait partie des ruptures. Ces ruptures sont douloureuses. Que les Gabonais le jugent voilà. Et que, bon, il attendait que l'histoire aussi le note très bien et on attend donc les résultats dans quelques mois, dans quelques années de cette décision-là. Oui. Mais un élément très important quand même, c'est que dans l'atmosphère économique morose dont vous avez parlé en début d'émission, eh bien, il se trouve que le président de la République a noté que la courbe vers les emplois était en hausse. C'est important. Oui, effectivement, le président de la République l'a mentionné. Et ce sont des données obtenues de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est la caisse auprès de laquelle tous les employeurs
par la déclaration trimestrielle des salaires, déclare les salariés avec les différents revenus. Et ce sont ces statistiques qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer que nous avons créé près de 6 000 emplois. Et cela va dans le sens de rassurer les Gabonais que l'économie est en train de reprendre. Et nous annonçons même une croissance de près de 2% pour l'année 2019. Ok, cela veut dire que, bon, même si c'est difficile, on avance quand même à petits pas et il y a des emplois qui se créent. Je voudrais qu'on revienne sur la notion de patriotisme parce que c'est le socle justement du discours du président de la République gabonaise et nous vous proposons justement là un extrait de ce discours et aussitôt après nous allons continuer avec un certain nombre d'autres considérations qui ont été annoncées pendant ce discours. L'amour du Gabon, l'amour de la patrie, est le meilleur garant de la défense de notre République. À l'heure où nous devons plus que jamais magnifier notre patrie, célébrer notre indépendance et rechercher dans notre vécu commun les ressorts de notre passion pour le Gabon, force est de constater que certains compatriotes, de plus en plus nombreux hélas, se laissent tenter par les idées populistes, irresponsables et dangereuses, qui, au nom d'un prétendu nationalisme, prônent le repli sur soi et le rejet de l'autre, du seul fait de ses origines. Les idées nationalistes, partout où elles ont prospéré, n'ont conduit qu'à la ruine et à la désolation des peuples. Alors que le nationalisme est le rejet de l'autre, au nom de la nation, le patriotisme, lui, est au contraire l'acceptation et l'implication de l'autre, quelles que soient ses origines, dans l'œuvre de construction de cette même nation. Lorsque le président Léomba disait « Gabon d'abord », il n'entendait nullement le rejet de l'autre. Par cette affirmation très forte, le père de l'indépendance entendait placer le Gabon au-dessus de toute autre considération. Il entendait également par là que ceux qui ont choisi le Gabon comme leur pays doivent de même magnifier, célébrer leur nation et contribuer à son développement. C'est pourquoi le président Omar Bongo pouvait dire « Lorsqu'un étranger nous apporte sa force de travail, apportons-lui notre amitié en retour. » Voilà, le Gabon au-dessus de toute autre considération, Madame la Ministre. C'est exactement ça, c'est ce Gabon qu'il faut qu'on ait, cette capacité aux Gabonais de considérer que accueillir l'autre est une bénédiction. Je dis souvent lorsque je parle à des investisseurs, parce que dans ma feuille de route je rencontre des investisseurs, et j'exprime toujours combien de fois je trouve exaltant de recevoir tous ces investisseurs de nationalités différentes qui viennent investir non pas 100 000 francs CFA, mais viennent investir des milliards au Gabon. Lorsqu'un investisseur fait cette démarche, c'est qu'il a une confiance énorme, c'est un capital confiance. C'est-à-dire qu'il va investir de l'argent, mettre son argent, sa trésorerie personnelle ou la trésorerie de son entreprise ou de son groupe pour une infrastructure dans notre pays. Donc rien que ça, cela traduit avec évidence que ces personnes-là, nous devons justement les encadrer, les accueillir, sécuriser leurs investissements, sécuriser leurs familles. Ça participe de ça. Donc, et justement, il a fait ce point-là parce qu'en dehors du Gabon, il y a une sorte de préjugé qui sévit contre le Gabon. Beaucoup ont transformé le slogan « Gabon d'abord » en « Gabonais d'abord ». Et je pense que c'était une belle occasion de faire la part des choses. C'est vrai, parce que moi, j'ai grandi au Gabon. Quand on était jeune, on parlait du Gabon d'abord, mais sans distinction entre nous. Aujourd'hui, on a évolué vers un nationalisme complètement déviant, exactement ce que le chef de l'État dénonce, c'est qu'on fait la différence entre nous, déjà. Et on fait la différence avec l'autre. Donc l'autre, c'est-à-dire qu'on a mis en place, on observe une certaine élément de langage, une certaine attitude qui consiste à considérer que l'étranger est nuisible au pays. Ou même le Gabonais qui est métis, ou même le Gabonais qui a voilà. Et on a eu l'habitude de vivre ici, dans ce pays, avec
des familles entières qui sont installées dans notre pays depuis des générations. Vous avez on n'a jamais fait la différence. Et c'est de ça dont il s'agit. Lorsque le chef de l'État rappelle ce patriotisme, il dit, mais attention, où est-ce qu'on va? Peut-être que cela va se traduire aussi par des actions que vous allez mener en direction de l'étranger pour que ces préjugés tombent. Bien sûr, nous avons déjà, au niveau des investissements, nous avons déjà ouvert les frontières, nous avons déjà un certain nombre de mesures de souplesse d'entrée sur le territoire national que nous avons déjà prises avec le chef de l'État, qui permettent déjà une souplesse dans l'arrivée et le séjour des étrangers. Mais je pense qu'au-delà de tout, ce que le chef de l'État a voulu exprimer là, c'est qu'il ne faut pas faire de la démagogie, il ne faut pas être populiste. Ce n'est pas la peine de jouer sur les mots, de jouer sur les difficultés des uns et des autres pour dire que finalement, le problème que j'ai, c'est l'autre. Remettons-nous ensemble à travailler. Il n'y a pas de raison qu'on pense toujours que le chômage, c'est parce qu'il y a l'étranger. La difficulté, c'est parce qu'il y a l'autre. Donc, stigmatiser l'étranger systématiquement dans une démarche populiste est nuisible à ce fameux Gabon d'abord. Parce que cet étranger-là, il participe. Il apporte quelque chose. Il apporte quelque chose. Et puis bon, on le dit, le Gabon est une terre d'accueil, une terre d'opportunité. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de dire, ouvrons-nous aux autres. D'abord, sur le plan... En Afrique, il faut savoir se donner la main. Mais nous sommes une population très faible. Vous savez très bien qu'un des facteurs de compétitivité les plus forts, c'est le capital humain. Si on n'a pas les hommes... Donc, c'est déjà quelque chose que le chef de l'État a intégré dans la démarche. C'est-à-dire, il nous faut des hommes. Est-ce que nous, au Gabon, nous sommes capables, tous ensemble, de pouvoir embrasser? Parce que nous sommes déjà une population, nous sommes un petit pays. Vous ne pouvez pas vous imaginer le potentiel de développement qu'on gagnerait à ouvrir et à faire cette ouverture d'affaires avec des pays qui viennent investir chez nous, sans pour autant, comme dit le chef d'État, renier notre pays et notre appartenance à ce pays. Ok, je pense que cela est clair. Oui. Parce que quand on gère un secteur comme le transport, c'est un peu comme Madame le ministre gère les investissements et l'accueil des investisseurs, ça on va leur faire, je pourrais dire, la cour, on les prospecte de manière à ce qu'ils viennent, mais de la même façon, quand on gère les transports, c'est transversal, ça va de partout. Comment est-ce que ces facteurs de la force du travail de l'étranger, de l'ami étranger qui veut venir au Gabon, comment votre secteur analyse cet aspect? Attends, il ne faut pas se le cacher, le transport est l'un des secteurs où on rencontre beaucoup d'étrangers. Justement, c'est qu'il faut beaucoup de non-nationaux. Il faut le souligner. Le secteur du transport est un secteur où on rencontre beaucoup d'étrangers, beaucoup de Gabonais d'adoption. Parce qu'au Gabon, on fait même la différence entre les Gabonais d'adoption et les Gabonais. Mais là n'est pas le problème. Je pense que le président de la République, dans le même discours, a dû toucher le fond du problème. C'est le chômage. Et quand on est devant le chômage, on voit l'étranger travailler et automatiquement, on développe un réflexe en se disant « il est venu prendre mon travail ». Or, est-ce que notre modèle fait face aux réalités du Gabon? Quelles sont les réalités du Gabon? Les réalités du Gabon, c'est que nous sommes un pays minier, nous sommes un pays pétrolier, nous sommes un pays de bois, ressources naturelles, nous avons du bois. Avons-nous formé des Gabonais pour faire face à l'ensemble du potentiel qu'offre le pays? C'est ça le véritable problème. Parce que si on avait formé des ingénieurs en production pétrolière, on avait formé des ingénieurs dans le domaine minéralier, voilà, je pense qu'on connaîtrait une tendance baissière du niveau de chômage. Or aujourd'hui, comme disait le président, nous avons beaucoup de littéraires. Dans mon secteur tel que les transports, je croise beaucoup des Gabonais. Déjà dans ma famille, j'ai peut-être 4 ou 5 qui ont fait logistique et transport. Et du coup, je suis ministre de la logistique et des transports. Tout le monde s'est dit, voici l'opportunité, voici l'occasion. Donc, en réalité, et même encore dans logistique et transport, le problème des Gabonais, c'est qu'on ne va pas vers les petits métiers. Les petits métiers, rien que dans le secteur transport, quand on tire les statistiques, on se rend compte que près de 80% des conducteurs de taxis ne sont pas Gabonais. Sont des étrangers. Sont des étrangers. Moi, je dirais et le traitement, voilà, non nationaux. Et le traitement, de fois qu'un taximan infligerait peut-être à un Gabonais à bord de son taxi
Une fois il descend du taxi, il va développer. Il y a aussi cet aspect qu'il faut mettre en place, qu'il faut plutôt prendre cette mesure sur laquelle on doit s'apaisantir. Il y a peut-être la pédagogie à faire. Voilà, la pédagogie. Attirer les gens, leur ouvrir les yeux sur un certain nombre d'opportunités. Les conducteurs des grumiers, les conducteurs, des fois vous croisez même des Chinois. Vous croisez des Chinois, on n'est pas contre les Chinois. Mais c'est quand même des métiers qui devaient revenir aux Gabonais. Absolument. Et nous avons développé au niveau du Gabon le fonctionnariat, le fait pour tout Gabonais de se retrouver dans un bureau. Et aujourd'hui, la fonction publique, nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Regardons autour d'eux qu'il y a une évolution. Il y a nos frères qui sont venus nous prêter main forte, qui s'en sortent. Ils développent un sentiment nationaliste. Et le président a bien fait de mettre le doigt là-dessus. Voilà, le doigt là-dessus en disant, voici ce qu'est devenu. Tous les pays qui ont développé le nationalisme ont abouti à ce que nous connaissons, ce que nous avons connu par rapport au développement du nationalisme. Ok. Alors, très important aussi, le président de la République du Gabon a parlé d'une sorte de guerre contre la corruption, guerre contre la mauvaise gouvernance. C'est un critère important. Ça a un lien avec le gaspillage, hein, la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Parce que lorsque vous avez, nous sommes sortis de la task force sur les finances publiques, on s'est rendu compte avec évidence qu'il y avait des choses qui se passaient il est important pour améliorer le climat des affaires et la compétitivité de notre pays. Ces deux critères sont importants. Et il faut absolument que notre administration soit dynamisée vers la performance, parce que c'est parce que nous allons avoir une administration performante, une administration où finalement le facteur corruption et le facteur mauvaise gouvernance est quasiment éteint, que nous allons grimper dans le top des pays les plus attractifs. Et cela passe nécessairement par des réformes qu'il faut prendre, mais à la fin du jour, il faut également faire la réforme, comme je le dis souvent, de l'individu. Il faut accompagner la culture au changement, il faut faire des formations, il faut amener le Gabonais à comprendre le pourquoi. Il faut qu'il comprenne que finalement une administration très lente et très procédurière, c'est une administration qui fait tomber le classement du pays dans les pays les plus attractifs. Donc quand le chef de l'État parle de l'éducation, quand il parle de la mauvaise gouvernance, quand il parle de la corruption, il met le doigt où ça fait mal. C'est-à-dire qu'il nous faut faire cet effort. Quand il parle de notre administration, il dit la vérité. Il faut absolument que nous ayons le courage d'absorber le fait qu'on ne peut plus continuer ainsi. On ne peut plus continuer à avoir des fonctionnaires dont la contrepartie attendue n'est pas au rendez-vous. C'est comme si on avait une sorte de relation de donner et non de recevoir. C'est-à-dire qu'on est là, on attend, mais on n'arrive pas à comprendre qu'il y a, à travers cette contrepartie, une contrepartie de prestations qui n'est pas au rendez-vous. Il y a des administrations qui sont performantes, mais il faut reconnaître une des choses. J'en profite déjà pour dire que l'une des difficultés de notre pays, et là où le chef d'État nous impose c'est de supprimer toutes ces étapes au sein de l'administration, de simplifier tout ça. Donc, plus vous mettez moins d'hommes, moins vous avez la corruption. C'est-à-dire que si vous mettez de la numérisation, de l'informatisation, vous avez la manipulation humaine qui est réduite. C'est en cela que nous avons déjà fait le guichet unique, nous allons continuer à faire le guichet multimodal, il y a le guichet pour réduire la manipulation humaine qui permet finalement d'éviter que l'investisseur ou l'administré ou le service, une personne ne puisse avoir affaire à chaque étape à justement... Et là-dessus, on peut prendre un exemple, celui de l'ANPI, l'Agence nationale de la promotion des investissements, où on peut créer une entreprise en quelques heures. Nous pouvons non seulement créer une entreprise en 48 heures, mais également nous avons concentré en un seul lieu toutes les administrations sectorielles dont a besoin un investisseur. Donc vous avez à l'intérieur de l'ANPI, vous avez au rez-de-chaussée, vous avez le guichet de la création de l'entreprise, mais vous avez également au premier niveau
plus d'une vingtaine d'administrations représentées qui concernent le ministère des Mines, le ministère des Transports, le ministère... Je prends l'exemple des transports, c'est un secteur qui est très porteur de la croissance parce que sans les infrastructures de logistique, nous ne pouvons rien faire. Nous avons déjà un port, mais il nous faut un aéroport, il faut des gares routières, il faut tout ça. Quand vous allez demander tout ça, au lieu que cet investisseur aille au niveau du ministère, il a un interlocuteur désigné par le ministère au sein du guichet unique qui lui donne toutes les informations nécessaires pour l'exercice de l'activité. Donc, vous voyez déjà, on réduit de plus en plus la manipulation humaine et les procédures. Oui, je vais me tourner vers le ministre des Transports, de la logistique, pour mettre l'accent sur, dans cet effort, dans ce contexte de relance économique au Gabon. Alors, le secteur des transports au plan régional, avec la libéralisation des frontières, ne serait-ce qu'au niveau de la zone CEMAC. Alors, comment est-ce que vous l'intégrez pour capitaliser au niveau du Gabon? Bien, ce qu'il faut déjà dire, c'est que le transport, moi je considère personnellement le transport comme étant la colonne vertébrale d'une économie. Parce que le transport, c'est l'essentiel même. C'est les échanges, c'est la mobilité, c'est la multimodalité. Et quelle que soit la production que nous avons en matière minière ou pétrolière, elle doit partir d'un point A à un point B. Donc le transport se trouve être essentiel. Et aujourd'hui, au niveau du ministère des Transports et de la Logistique, après l'insigne honneur que m'a fait le président de la République et le Premier ministre de me porter à la tête de ce ministère, nous sommes en train de mettre en place un plan stratégique, une vision. Nous donnons une vision à long terme de ce que nous voulons du développement des transports en République gabonaise. Et donc, dans cette vision, il y a les infrastructures de base que nous appelons les sous-infrastructures de transport. Il y a les infrastructures de transport en elles-mêmes, telles que les routes, les chemins de fer. Et de là, nous donnons comme objectif d'ici 15 ans, d'ici 5 ans plutôt, de doter le pays en matière d'infrastructures de base et développement d'infrastructures routières en étroite collaboration avec le ministère de la promotion des investissements et le ministère des infrastructures. Oui, parce que justement, pour que les investisseurs qui sont nombreux, qui veulent venir nombreux, et comme Madame l'a dit, il y a le potentiel un peu partout au Gabon, mais si quelqu'un s'en va très loin de Libreville, il faudrait bien que là où il veut implanter son investissement, qu'il puisse avoir la possibilité de ramener le produit, je ne sais pas lequel, hein, c'est l'IVA, c'est pas moi, l'agriculture, le bois, l'agriculture, le bois, mais il faut qu'il y ait des routes pour ramener au port où on va embarquer le bois ou c'est pas moi quoi. Et à ce niveau, véritablement, votre secteur est interpellé. Oui, nous sommes dans une vision de développement multimodal de transport. Nous faisons face aussi à des réalités. C'est vrai qu'on peut annoncer la construction de routes, mais nous sommes limités. Du moins, nous avons des contraintes budgétaires où nous avons ces contraintes-là qui font en sorte que nous ne pouvons pas nous lancer dans tous les projets à tout vent. Donc, nous développons en matière de solutions la multimodalité. C'est peut-être de prendre le bois de Franceville pour Lastourville sur la voie routière, et de prendre le bois, une fois à Franceville, par voie ferroviaire, l'acheminer au port d'Ovendo. Donc, il y a toute cette vision-là. Nous sommes en train de trouver des mécanismes pour faire en sorte que l'investisseur qui vient au Gabon, qui souhaiterait s'implanter dans la zone, on va dire par exemple de Mayumba, puisse être à même de pouvoir développer son activité. Surtout en matière d'activités support telles que les transports. Et je suppose que pour les jeunes, justement, vous avez vous-même parlé tout à l'heure de la formation et par rapport au faisceau de métiers dans le transport et la logistique. Nous imaginons que la traduction de la vision du chef de l'État au niveau du transport, au niveau des métiers de transport et de logistique, le plan ou bien quel est-ce que vous avez déjà envisagé par rapport pour donner du relief à cette vision pour que le jeune Gabonais puisse se former dans les métiers, un bassin de métiers comme celui du transport. Nous avons déjà, en partenariat avec le Royaume du Maroc, nous avons une école de métiers de transport et de la logistique qui est au niveau d'Avrobam. Cette école va bientôt s'ouvrir aux Gabonais pour l'apprentissage des métiers du transport et de la logistique. Au-delà de l'offre de formation
que va nous donner cette école, nous avons au niveau du cabinet ministériel, nous travaillons sur l'application des textes. L'application des textes en matière de transport. Je pourrais peut-être vous surprendre qu'en République gabonaise, il y a des textes qui disent pour être conducteur de taxi, il faut avoir la carte professionnelle. Et la carte professionnelle est assujettie à des formations. Or, en ce moment, aucun taximan dans la ville de Libreville ou en République gabonaise n'est détenteur d'une carte professionnelle. Au-delà de carte professionnelle, nous avons ce que nous appelons le permis G. Le permis G, c'est le permis pour tout ce qui est engin d'élevage, engin de manutention. Tous les conducteurs d'engins d'élevage, les engins de manutention, personne n'a le permis G. Donc nous sommes en train de mettre sur la table un plan d'action qui va viser à mettre à jour ces deux différents pans d'activité en matière de transport, notamment les conducteurs de taxi, pour que chaque taximan ait la carte professionnelle qui permet, puisque c'est un métier, et aussi du côté des engins d'élevage, que nous fassions appliquer le permis G. Aujourd'hui, tous ceux qui sont conducteurs d'engins d'élevage ont obtenu ce qu'on appelle le CACES. Le CACES qui est un certificat délivré par Veritas. Et nous savons aujourd'hui que Veritas a fermé boutique en République gabonaise. Sans crier gare. Sans crier gare, a fermé boutique en République gabonaise. Donc c'est par défaut que Veritas a délivré ce CACES. Et il y a Veritas, il y a le cabinet APAV qui ont délivré ces CACES, mais nous allons rappeler tout le monde au respect des textes en vigueur en République gabonaise, notamment les textes qui établissent le permis G comme étant celui qui permet qui autorise la manutention ou la conduite des engins d'élevage ou de manutention. Georges, avec ta permission, je voulais entendre un peu, Madame la ministre, sur un élément important, en tout cas une vision importante du chef de l'État, qui revient très souvent, l'égalité des chances. Alors, c'est vraiment important parce que certains disent que c'est un slogan comme cela, mais nous pensons profondément, nous autres, qu'il y a quelque chose de profond là-dedans. Peut-être qu'ils ne comprennent pas encore ce concept d'égalité des chances. C'est peut-être pas votre secteur particulier en tant que membre du gouvernement, mais vous faites partie d'une équipe gouvernementale. Développez-nous peut-être encore. L'égalité des chances, c'est vrai que ce n'est pas un slogan, c'est le développement d'une politique publique qui permet à tous les Gabonais, quel que soit son statut, quel que soit son appartenance, son origine, de pouvoir avoir accès aux bénéfices d'une politique publique. Cette politique d'égalité des chances se traduit de plusieurs façons. Soit parce que vous êtes diplômé et puis vous allez avoir l'opportunité d'avoir une proposition, une offre dans la fonction publique ou dans le gouvernement, c'est ça également, sans qu'on ne dise que c'est le fils d'eux ou le fils d'eux, ou que c'est pas seulement. Voilà. En réalité, le chef de l'État a dans son... Ce qu'il reconnaît, c'est le mérite. C'est la méritocratie qui est au cœur de sa pensée lorsqu'il dit ça. Et le fait de pouvoir dire j'ai l'égalité des chances, c'est de permettre à tout le monde. Je vous donne un exemple. S'il y a une fonction qui fait appel à candidature, tout le monde peut y participer, et quel que soit celui qui a obtenu le meilleur rendement. Vous voyez, par exemple, on est en train d'envisager, le chef de l'État l'a dit d'ailleurs, la réforme de l'obtention de la bourse. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le mérite, les critères sociaux, parce qu'en réalité, on donne la bourse à tout va. C'est un secteur à réformer. Voilà, c'est l'éducation. Donc, ce n'est pas un slogan, c'est quand vous vous donnez les moyens, vous pouvez avoir accès à des opportunités et à des politiques publiques qui sont... C'est comme si vous me demandiez si la décennie de la femme, c'est un slogan. Et donc, on en a fait un département ministériel parce que derrière cette égalité des chances, il faut mettre en place des lois, il faut mettre en place des textes qui garantissent l'effectivité. Et c'est en cela que ce département existe. Il s'agit de garantir l'égalité des chances aux handicapés, il s'agit de garantir l'égalité des chances des femmes, l'égalité des chances de tout le monde, des hommes, quel que soit. Et c'est en cela que c'est un département ministériel. C'est une politique d'équité sociale, c'est une politique d'effectivité qui permet à tous les nationaux, en tant que chef d'État, sa politique ne doit pas s'adresser à certains, et il a envie également de mettre à plat les positions de privilège.
Et je peux vous assurer, c'est dans tous les sens. C'est pas parce que non plus vous êtes fils d'eux que vous n'avez pas le droit, c'est pas parce que vous n'êtes pas fils d'eux. Donc en fait, ce qui compte en réalité derrière tout ça, c'est une démarche d'équité, de justice. Si vous êtes méritant, si vous êtes performant, si vous avez accès à la politique publique. C'est pour ça qu'on a un département ministériel à part entière qui est en charge de cette dimension. Alors, je voudrais revenir sur un point. Nous sommes en train d'aborder la dernière ligne droite de notre émission, mais il est bon d'aborder ce point. C'est la lutte pour l'amélioration de la qualité du service public. Ça, c'est un fléau qu'on retrouve un peu partout, dans pratiquement tous les pays. Le service public, il est accusé d'être lent, de ne pas être performant, de ne pas donner les résultats qu'il faut. Et donc là, il a décidé de faire en sorte qu'il a sonné le réveil, on va dire. Et il a pris comme exemple celui des médecins et celui des magistrats. Mais il y en a bien d'autres. Tout à fait. Pourquoi le chef de l'État prend ces exemples? Parce que finalement, ce sont les secteurs qui ont bénéficié des revalorisations de salaire. Qui dit revalorisation des salaires dit contrepartie aussi également performante. Or, on se rend compte que finalement, le salaire, bien qu'ayant été augmenté, n'a pas permis l'amélioration des services publics. Bien au contraire. On constate que ce sont les secteurs qui sont les plus entamés et fragilisés par les grèves incessantes. Alors, donc, finalement, est-ce qu'on va toujours continuer à faire croire aux gens que pour améliorer les conditions de travail et la performance, il faut passer par la revalorisation des salaires? Ben non, ce n'est pas forcément la revalorisation des salaires qui va permettre l'amélioration. Il faut, outre la revalorisation, mais également l'amélioration des conditions de travail, mais également le changement de culture. Comme je vous le disais, il y a des devoirs, il y a des obligations. Le fonctionnaire, peut-être parfois, a toujours tendance à penser que, bon, tout lui est dû parce qu'on attend. Mais, je le répète encore et je le dis, la performance d'un pays, la performance de la perception de l'attractivité d'un pays passe par la qualité de son service public. Ce service public, c'est un service public de santé. Ce service public, c'est un service public administratif. Ce service public, c'est un service public économique. Donc, tout passe par là. Je peux vous assurer qu'au niveau de la promotion des investissements, j'ai eu l'honneur de piloter par la décision du chef de l'État et du Premier ministre, tous les jours, les procédures. Les pays francophones ont l'inconvénient d'être extrêmement procéduriers. C'est en cela que vous allez observer dans le classement Doing Business que tous les pays francophones sont toujours dans les positions des 139, 100, 150. Pourquoi? Parce que... On est dans les procédures, voilà. Les longues procédures. Exactement. Et donc, le challenge que nous avons, c'est de réduire tout ça en une seule, des procédures, c'est-à-dire efficaces, pour que on comprenne que plus on a d'administration lourde, pléthorique, moins on a un service public de qualité. Et je peux vous assurer que lorsque le chef de l'État dit qu'il faut améliorer les services publics, il le dit en connaissance de cause. Beaucoup de... Justement, quand on prend l'exemple de la médecine, des hôpitaux, il y a eu, on peut le dire, au Gabon, à Libreville, on a de très beaux fleurons en matière de médecine, mais qu'est-ce que cela donne dans la pratique quotidienne? Exactement. Donc, vous voyez bien qu'il faut qu'on mette l'accent sur le capital humain, c'est-à-dire la formation, parce que dans un hôpital, il n'y a pas que le médecin. Dans un hôpital, il y a le plombier, l'électricien, le logisticien, etc. Et quand vous voyez tous les investissements qui ont été faits, est-ce que vous savez qu'en Afrique centrale, nous avons le plus grand taux de lits en médecine? C'est incroyable. Donc, j'ai comme l'impression qu'on a souvent tendance à oublier tout ce qu'on fait de bon, mais pour accompagner ces investissements-là, il faut avoir. Alors, le gouvernement gabonais a augmenté ses secteurs, a augmenté les salaires, mais au rendez-vous, nous observons que ce sont les secteurs qui sont le plus touchés par la grève. Alors, quel est donc le problème? Est-ce qu'il s'agit d'une volonté délibérée de ne pas vouloir avancer, d'où l'appel au patriotisme, d'où l'appel à la conscience collective? Tout ça, c'est lié. Il faut qu'on se mette ensemble pour dire, bon, on avance. Alors, nous atteignons la fin de notre émission. Vous avez vu, la longueur du discours du président de la République traduit un peu une volonté de pédagogie. Une volonté d'expliquer, une volonté de faire en sorte que chacun puisse comprendre la direction, l'orientation qui est donnée. Alors, est-ce que est-ce que le gouvernement ne pêche pas? Ça va être notre dernière préoccupation. Est-ce que le gouvernement ne pêche pas par une
insuffisance de communication, justement, en direction des populations gabonaises? Je ne dirais pas que le gouvernement pêche, le gouvernement communique de façon... Nous sommes des médias, il est très difficile d'avoir, comme on l'a aujourd'hui, c'est exceptionnel, nous avons 2 ministres du gouvernement sur notre plateau, mais quels efforts pour les avoir? Bien, je peux peut-être vous le concéder, mais ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement aujourd'hui a une politique de communication qui est là par divers canaux. Nous avons, pour la majorité des ministères, des pages Facebook, des groupes WhatsApp où on partage certaines informations, et nous avons un porte-parole au niveau du gouvernement, un porte-parole au niveau de la présidence de la République qui relaie, on va dire, sur peut-être une cadence hebdomadaire. Est-ce qu'il ne faut pas faire plus pour que les populations gabonaises comprennent les orientations qui sont prises? Parce que c'est important, faire et faire savoir, c'est très important. Ouais. Parfois également, on peut aboutir, on ne veut pas, nous ne prétendons pas critiquer la politique gouvernementale gabonaise au niveau de sa stratégie de communication, mais en tant que communicateur, nous, on pense que faire savoir, c'est très important, et il y a des canaux que vous avez élaborés, c'est juste, mais néanmoins, vous savez, le public gabonais, personnellement, je ne connais pas le taux d'alphabétisation du Gabonais, mais ce n'est pas tout le monde qui a Internet. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui a le téléphone, en plus WhatsApp. Donc, c'est pour dire que la communication de masse va au-delà, nous semble-t-il, des groupes WhatsApp ou des groupes, des canaux, je pourrais dire, très formels. Et la communication de masse, la petite radio de toujours, c'est très important pour atteindre celui qui est au fin fond de la brousse quelque part, d'abord qu'il comprenne ce qu'on est en train de lui dire, et même dans son patois, dans son... Oui, dernière réaction de Madame... Vous avez raison Madame sur le fait que peut-être qu'on pêche pour toucher ce segment-là. Mais ce que moi je pourrais vous dire aussi, c'est que le Gabonais aussi se met dans une position de ne pas entendre. Donc il y a aussi ce frein-là. Bon, vous avez raison, peut-être qu'on parle peut-être beaucoup sur les médias, mais j'ai le vif sentiment qu'à un moment donné, quand le chef de l'État dit qu'il faut la rupture, il faut aussi la rupture dans cette façon de ne prendre que le négatif. Vous avez dit tout à l'heure qu'on avait fait des efforts essentiels sur le segment de la santé à travers les constructions, mais tout ce qui peut être fait est toujours délibérément par nos contradicteurs, toujours relayés sous l'angle négatif. Maintenant, vous avez raison, nous sommes là, on est 2, ça veut dire qu'on va essayer de mieux communiquer, mais le segment peut-être, le segment social, rural, peut-être qu'on devrait faire les former, et je pense que tous, autant que nous sommes, nous nous efforçons à relayer, soit sur ces pages qui sont beaucoup plus modernes, mais également on a fait, je reste convaincue que le gouvernement gabonais a fait depuis 2002 d'énormes efforts, mais qui ne sont pas aujourd'hui perçus par le Gabonais, parce que le Gabonais... Cet effort de communication dont nous parlons. Je pense aussi que le Gabonais se met aussi dans une position du dû, que c'est un dû. Donc à partir du moment où on se met dans l'hypothèse que c'est un dû, parce que c'est comme ça, on est dans un pays où on pense que l'État doit tout faire, on pense que l'État doit tout donner, on pense qu'il faut tout donner gratuitement. Mais il revient à l'État de changer les mentalités. Voilà, donc vous voyez, c'est une rupture, c'est une rupture de mentalité, c'est une rupture Alors c'est donc sur ce besoin en communication que nous allons boucler notre émission. Merci beaucoup Madame le ministre, Madame Madeleine Baird, vous êtes ministre de la promotion des investissements et des partenariats publics-privés. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie et d'avoir contribué au décryptage du discours du président Ali Bongo Ondimba à l'occasion justement de la célébration des 58 ans du Gabon. Merci beaucoup aussi à vous, M. Justin Ondou Dangoy. Vous êtes ministre du Transport et de la Logistique. Nous espérons vous avoir sur nos plateaux pour développer davantage toutes ces orientations. Et je pense que les populations gabonaises sauront justement adhérer aux différents messages du président
du président Ali Bongo Ondimba. Merci beaucoup à Alex Blériot Moma de la rédaction de la Belle Radio et Télévision. Merci beaucoup à vous. Cette célébration de la fête nationale du Gabon continue. Elle a commencé depuis quelques jours par la cérémonie du drapeau. Aujourd'hui, on a eu la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au mausolée Léon-Mba. Il y a eu aussi la cérémonie de distinction d'un certain nombre de personnalités qui ont montré leur savoir-faire. Et puis, il y a eu ce discours du président de la République et la fête continue. Demain, ça va être l'apothéose. Merci beaucoup à vous et bonne fête à tous les Gabonais. Au revoir. Merci.